Chers téléspectateurs de Tandem, bonsoir. Je suis ravie de vous retrouver ce soir pour un nouveau grand procès de l'histoire d'Israël, toujours en très bonne compagnie, vous le savez, accompagné de mon ami Greg Weitz, notre avocat Tandem. Bonsoir Greg. Bonsoir Galit. Comment vas-tu ? Très très bien. Alors Greg, ce soir, on va se pencher sur une question dont la réponse suscite et suscitera toujours beaucoup d'émotions, beaucoup d'émotions dans la société et de réactions dans la société israélienne et au sein carrément du peuple juif, à tel point que ce sont ici les tribunaux qui ont dû donner un morceau de réponse, un semblant de réponse au fil des ans. Et cette question, c'est qui est juif ? Rien que ça. C'est une question, je ne vais pas y répondre ce soir, hein, mais c'est une question qui a de son importance, qui depuis la création de l'État d'Israël suscite effectivement beaucoup d'émotions. En Israël, il y a deux aspects où ce terme juif touche un petit peu le quotidien des gens. Il y a l'aspect, on va dire, religieux, au niveau des mariages et des enterrements, donc, qui sont uniquement au moyen du rabbinat israélien, et donc où le terme juif est vraiment important. On ne va pas toucher ce soir l'aspect religieux de qui est juif au niveau de la halakha, et on a l'aspect laïque, civil, juridique, ce qui peut paraître un petit peu aussi contradictoire de dire juif avec laïque, civil et juridique, mais qui touche à la loi sur le registre de la population et la loi du retour. Donc la loi du retour qui vient un petit peu dire qui a le droit de venir faire son aliyah, de venir habiter en Israël. Alors, on va s'intéresser ce soir, tu l'as dit, au côté laïque de la question de la loi du retour et laisser donc le côté rabbinique, mais j'aimerais bien qu'on y revienne, si tu veux bien, en fin d'émission, parce que là, il y a une loi qui est en train de se mettre en place par le gouvernement, donc on en parlera un petit peu quand même. C'est donc pas une affaire spécifique qu'on va aborder ce soir, mais c'est vraiment l'évolution qu'a connue le pays à travers, depuis sa création, et sur les personnes, comme tu disais, qui peuvent prétendre donc à cette loi du retour sur la terre d'Israël. Alors, en 1950, 2 ans après la création de l'État, une première loi, la loi du retour, hein, qu'est-ce qu'elle dit, cette première version de la loi ? Alors, cette version de la loi, elle vient dire une chose très simple, tout le juif a le droit de venir habiter en Israël. Aussi simple que ça, sans rentrer dans des détails, clair. Qui est juif, où il est juif, etc., etc. Tout juif a le droit de venir habiter en Israël. En 1970, ensuite, on a une deuxième mouture de cette loi qui vient s'étoffer un petit peu parce qu'il y a des cas particuliers qui émergent. Donc, c'est un dossier, ou en tout cas une décision qui s'appelle Bagatz Shalit. C'est donc une requête adressée à la Cour suprême en janvier 1970. Et dans cette requête, un Israélien juif marié à une non-juive a exigé du Misrad Apnim, du ministère de l'Intérieur, qu'il inscrive dans ses registres ses enfants comme étant juifs, bien que leur mère ne l'était pas. La requête de Shalit a été acceptée donc à une majorité de 5 juges contre 4 et a amené donc à cette modification de la loi du retour. Alors, voilà, en fait, la modification a eu lieu d'une manière pas directe au départ. En fait, donc, on parle de Shalit, qui est un Israélien juif, qui est marié avec une Anglaise, si je ne me trompe pas, non juive. Ils ont 3 enfants, donc, qui, selon la halakha, ne sont pas juifs. Ouais. Et quand ces enfants viennent à naître, M. Shalit va au ministère de l'Intérieur et dit que, voilà, moi, je veux que mes enfants soient inscrits en tant que juifs dans le paragraphe qui concerne la religion, les hommes, on dit l'appartenance ethnique. Alors, ça a disparu depuis quelques années, c'est-à-dire qu'à l'époque, sur sa Théoudat Zéhout, sur sa carte d'identité, on avait été spécifié la religion. La religion, l'ethnie, enfin, donc, la traduction. Juif, arabe. Juifs, musulmans, musulmans, c'était... Mais je ne sais pas, j'ai pas envie de te dire une bêtise, mais enfin, en tout cas, c'était spécifié. Exactement, ça a été retiré à un moment donné pour des raisons justement politiques, pour éviter à ce que des gens qui, selon la halakha, n'étaient pas suffisamment juifs, en tout cas, en 1970, Shalit exige qu'on écrive juif sur la Théoudat Zéhout de ses enfants. Exactement, et il se base sur quoi ? Il se base sur une loi donc, civile, qui est la loi du registre de la population. Et les juges, en fin de compte, viennent décider que
pour cette loi-ci, le terme juif sera suffisant d'être déclaratif de la part de la personne qui vient inscrire ses enfants. Quelqu'un qui se sent appartenir au peuple juif peut dire que son ethnie est juif, pas sa religion, son ethnie. Ça a fait beaucoup de bruit, ça a fait beaucoup de balagan en Israël au niveau de la politique et au niveau de la population. Et il y a eu, suite à ça, 2 changements qui ont été faits dans la loi du retour. Un premier changement vient dire que celui qui a droit de devenir israélien selon la loi du retour est un juif, ou alors le fils ou le petit-fils d'un juif, ainsi que leur épouse, épouse ou conjoint. Ça, c'est la première chose qui a été modifiée. Et la seconde chose qui a été modifiée, on a dit qui est juif. Et pour la loi du retour, qui est juif, c'est une personne qui est née d'une mère juive ou une personne qui a été convertie au judaïsme et qui n'a pas d'autre religion. D'accord. Ça, c'est le grand changement qu'il y a eu. Et donc, cette loi-là, de qui est juif, va s'appliquer non seulement sur la loi du retour, mais aussi sur la loi du registre de la population. Donc, c'est fini de venir déclarer « j'appartiens au peuple juif ». Tu peux venir déclarer que tu es juif au niveau de la loi sur la population uniquement si tu es juif. Si tu es juif selon la loi du retour, qui dit quoi? Que tu es né d'une mère juive ou alors converti et que tu n'appartiens pas à une autre religion. Donc, ça, c'est le grand changement qu'il y a eu et qui a un petit peu plus cadré le droit de venir en Israël, mais qui a laissé une porte ouverte à une grande question, c'est qui est juif converti? Alors, on comprend donc que tout juif converti de son plein gré, d'accord, donc c'est lui qui va faire la démarche de se convertir, ne peut plus prétendre à la loi du retour, mais qu'en est-il d'un non-juif converti au judaïsme? Alors, donc un juif qui change sa religion, qui se convertit donc au christianisme, c'est fini. Par exemple, et il ne peut plus prétendre à la loi du retour. Il ne peut plus prétendre. Et un non-juif qui devient juif suite à une conversion, en théorie, il peut devenir israélien selon la loi du retour. Et là, chez les juifs comme chez les juifs, il n'y a rien qui est simple. Tout est un grand débat. Mais quel type de conversion? Et là, ça part un petit peu dans tous les sens aussi, en sachant qu'en diaspora, dans le judaïsme américain, il y a énormément de communautés réformistes, conservatrices, etc., qui ne sont pas des communautés qui sont très, on va dire, acceptées ou appréciées par le rabbinat ici en Israël, qui est un rabbinat orthodoxe. Et donc, on arrive à une situation où il y a de plus en plus de cas de personnes qui se convertissent, que ce soit à l'étranger, que ce soit en Israël, et pour lesquels le ministère de l'Intérieur refuse d'octroyer un statut de nouvel immigrant, malgré qu'ils sont vraiment convertis, et donc les questions se posent. Parce qu'ils ne reconnaissent pas leur conversion, parce qu'ils n'ont pas été convertis par l'instance légale, entre guillemets, qui est uniquement le rabbinat. Ça, c'est ce que le rabbinat public. Ça, c'est ce que le ministère vient dire. D'accord. C'est ce que le ministère vient dire, mais en fin de compte, la loi, la manière dont elle est rédigée, ne vient pas expliquer quel type de conversion est une conversion qui est acceptée par l'État. D'accord. Et donc, d'où ce balagan juridique de savoir quel type de conversion va être accepté au fur et à mesure par l'État d'Israël. Alors, la Cour suprême, elle avance dans ça, et elle statue finalement qu'une personne convertie qui vient se convertir de son plein gré au judaïsme ne rejoint pas une communauté particulière, mais l'ensemble du peuple juif. Donc la Cour suprême, elle accepte toutes les conversions pour les reconnaître. Alors ça s'est fait en plusieurs étapes, ça s'est fait il y a plusieurs cas. D'abord, c'était une personne qui est venue en Israël, qui a étudié en Israël et qui est repartie à l'étranger, se convertir à l'étranger auprès d'une communauté réformiste, et qui, sur base de ça, a demandé de devenir israélien sur la base du retour. Et ça a été accepté parce que la conversion a été faite dans une communauté qui est une communauté reconnue, une communauté juive reconnue. Ça, c'est le terme qui est très important au niveau de la Cour suprême, de dire, OK, qui a le droit de convertir? Des communautés qui sont reconnues. Donc forcément, après, c'est des quantités, c'est une histoire, c'est le nombre d'années que cette communauté existe, etc. D'accord. Ah, c'est pas son
c'est pas sa tendance, c'est pas la tendance orthodoxe. Pas du tout, pas du tout. Par exemple, cette même personne qui a étudié ici en Israël, qui est venue étudier pendant quelques années, qui est devenu amoureux d'Israël, c'était une conversion réformiste, par exemple. D'ailleurs, depuis pas mal d'années, tous ceux qui sont convertis auprès des réformistes ou des conservateurs à l'étranger peuvent devenir israéliens sans aucun problème sur la loi du retour. Et donc, au fur et à mesure, les cas se sont enchaînés. Il y a eu un autre cas... En 2016, donc là, tu voulais parler d'un cas Non, c'est celui-là. Alors voilà, en 2016, une nouvelle décision de la Cour suprême qui dit quoi ? Qui dit aussi, qui va encore un peu plus loin, c'est une dame qui vient et qui s'est convertie auprès d'un groupe orthodoxe en Israël, mais qui n'est pas officiellement reconnu comme étant un groupe qui a l'autorisation, le pouvoir, la compétence. C'est pas le rabbinat public. Pas du rabbinat public, on va dire que c'est une conversion privée. Une conversion privée, mais faite de la manière la plus orthodoxe possible, à Bnei Brak, par un rabbin ultra-orthodoxe reconnu comme tel, mais il n'appartenait pas à cette représentation étatique, on va dire, qui est la rabbanout harachite. Exactement. Et donc elle est venue, elle dit, moi je ne peux pas être plus juif que ça, reconnaissez ma conversion. Et pour des raisons de politique interne au sein du public ultra-orthodoxe, qui se sont un petit peu chamaillés, qui n'ont pas trouvé une solution, le tribunal, la Cour suprême, en fin de compte, est venu ordonner que cette conversion, elle est tout à fait valable. Et donc on arrive à une situation où, aujourd'hui, par manque de décision, au fur et à mesure... de courage peut-être politique ? Tout à fait, la Cour suprême avance, et fait une réforme complète, une interprétation complète de la loi. Bien évidemment, quand ils font ça, ils prennent en compte les lois essentielles de l'État d'Israël sur les droits de l'homme, et ils prennent la déclaration d'indépendance, etc., etc. Je veux dire, ils prennent tout ça ensemble et ils avancent vraiment pas à pas, petit pas. Et donc ça, c'était l'avant-dernier cas vraiment important. Et puis après, on arrive en 2021. Donc là, vraiment, il y a quelques mois, l'année dernière, l'affaire Natalia Dahan. Donc là, la Cour suprême a encore élargi donc, le spectre en statuant que les conversions conservatrices et réformées qui ont lieu à l'intérieur des frontières d'Israël, pas à l'étranger, sont reconnues comme pouvant bénéficier de la loi du retour. Et c'est une suite logique, j'ai envie de dire, des décisions précédentes, parce que si on reconnaît une conversion privée ultra-orthodoxe, il n'y a aucune raison de ne pas reconnaître une conversion privée qui n'est pas ultra-orthodoxe, mais qui est d'une communauté qui est reconnue en tant qu'une communauté juive reconnue, peu importe le courant. Ça a fait beaucoup de tollé, mais c'était un tollé un petit peu, on va dire, qui avait un manque de bonne foi, j'ai envie de dire. Pourquoi ? Parce que c'est un dossier qui date qui dure ou qui est dans les tuyaux depuis 15 ans déjà. C'est-à-dire depuis 15 ans, cette dame attend une décision, et depuis 15 ans, les politiciens au pouvoir n'arrêtent pas de dire on va trouver une solution, laissez-nous encore 1 an, laissez-nous encore 6 mois, laissez-nous encore 1 an, laissez-nous encore 6 mois. On va trouver une solution, on va définir par la loi que veut dire le terme se convertir dans la loi du retour, afin de faire de l'ordre dans tout ça. Et pendant 15 ans, ils n'ont pas pris de décision. Ils n'ont pas pris de décision. Comme par hasard, toute la période où Bibi était au pouvoir. Comme quoi, c'est pas moi qui le dis. Mais tout ça pour te dire Je lis dans tes pensées. Tout ça pour te dire qu'en fin de compte, c'est un problème, on va dire, politique israélien, qui n'est pas que uniquement du gouvernement, de notre cher ancien Premier ministre, mais c'est un problème de ne pas vouloir prendre des décisions qui fâchent. Et quand ça touche, en fin de compte, aux libertés de certaines personnes, le tribunal est là pour dire stop. Oui, mais alors finalement, on se rend compte aussi que le tribunal, il fait preuve de souplesse, d'une certaine souplesse, et qui pose quand même des questions et peut-être même après des problèmes. C'est ça toute la force de la Cour suprême en Israël, c'est le droit d'interpréter des lois. Et en fin de compte, c'est la Knesset qui reste souverain. Mais si la Knesset ne prend pas de décision et que la Knesset n'est pas en mesure de définir clairement les conditions de telle ou telle loi, heureusement qu'il y a le tribunal ici pour dire « Ok, la loi, je vais l'interpréter comme ça ou je vais l'interpréter comme ça ». Mais en fin de compte, pendant 15 ans, ils ont essayé de ne pas prendre cette décision parce que c'est une décision qui a un aspect politique plutôt que juridique. Mais si pendant 15 ans, en fin de compte, il n'y a pas de décision qui est prise, il n'y a pas d'autre choix que pas de s'ingérer, mais que
de venir faire un petit peu de l'ordre dans ça. Rien n'empêche aujourd'hui, encore une fois, les politiciens de prendre une décision et de dire que non, la conversion, c'est uniquement une conversion selon la halakha ou une conversion. Mais ils ne le font pas et ils ne le feront pas non plus. C'est un dossier qui fâche. C'est un dossier qui fâche pourquoi, d'après toi? Parce qu'en Israël. Parce que c'est politique. Oui, il y a un statu quo à la base et quand on veut toucher à ce statu quo, ça fait toujours des problèmes. Et aucun gouvernement jusqu'à présent qui a voulu vraiment toucher. Historiquement, c'est encore un monopole, finalement. Oui, de un, c'est un monopole de manière générale. Sans rentrer dans la politique, ce qui se passe un petit peu aujourd'hui avec la cache-route ou avec d'autres choses, c'est essayer d'un petit peu changer ce monopole-là, et c'est pas plus mal. Est-ce qu'ils vont y arriver vraiment jusqu'au bout? Je ne sais pas. Mais c'est un problème, effectivement, de ne pas prendre des décisions. Parce que quand on a un public qui est relativement limité, et le public que ça touche est relativement limité, ouais. On va dire, bon, ça c'est ne pas grave. représente pas beaucoup Mais là aujourd'hui, en chiffres, ils estiment qu'on est plus d'un demi-million de personnes qui sont dans l'attente dans l'attente de savoir est-ce qu'ils sont juifs, est-ce qu'ils ne sont pas juifs, est-ce qu'ils ont le droit de venir. Pour l'ALIA ou pour. De manière générale, mais même pour l'ALIA, un est forcément relié à l'autre en fin de compte. Donc c'est un problème et il faut que les politiciens prennent leur courage à deux mains et prennent une décision. Encore une fois, que ce soit une décision comme ci ou une décision comme ça, peu importe. Mais venir se plaindre que le tribunal prend trop de liberté, entre guillemets, alors que pendant 15 ans, ils n'ont rien fait, c'est la mauvaise foi. Et donc là, maintenant, pour l'instant, dans une situation où chaque communauté juive reconnue dans le monde, qui convertirait un candidat, une personne non juive, et cette personne voudrait devenir israélienne, le ministère de l'Intérieur doit lui donner la carte d'identité israélienne. Ça ne lui permettra pas de se marier en Israël, ça ne lui permettra pas d'être enterré dans un cimetière juif en Israël. Pourquoi? Parce que, comme on a dit au départ, ces domaines-là restent encore du domaine du rabbinat et c'est du domaine religieux uniquement. Mais ça lui permettra de venir en Israël et d'y habiter. Alors attends, si une personne se convertit dans une communauté orthodoxe en France, d'accord? Elle fait son aliyah à la suite de ça. Tu dis, toi, qu'aujourd'hui, elle ne peut pas se marier elle ne peut pas être mariée par un rabbin du rabbinat? Non, orthodoxe, à partir du moment où ils sont reconnus par le rabbinat, où ces rabbins orthodoxes œuvrent à l'étranger et qui sont reconnus par le rabbinat, il n'y a pas de problème. D'accord. Les cas sont, par exemple, pour une personne qui est convertie par un rabbin réformiste ou conservateur ou autre, qui ne sont pas reconnus par le rabbinat ici, et donc qui ne seront pas reconnus en tant que juifs au niveau des lois sur le mariage et sur l'enterrement en Israël. Alors, on disait tout à l'heure qu'on allait toucher un petit peu, voir aussi ce côté religieux, puisque là, il y a le ministre des Affaires religieuses, Matan Kahana, qui veut faire voter une réforme des conversions. Et cette réforme stipule que les rabbins locaux, municipaux, pourront également procéder à des conversions et à la validation de conversions. Qu'est-ce que ça changerait par rapport à ce qui se passe aujourd'hui, finalement? Pas grand-chose. On est d'accord. Pas grand-chose, ça permettrait un petit peu plus... Aujourd'hui, qui valide les conversions? Un groupe de rabbins, de la Rabbanout Harachite. De la Rabbanout Harachite, c'est eux qui valident les conversions. Ils sont dispersés par région en Israël et les gens qui habitent dans telle ou telle ville vont faire leur demande auprès de tel ou tel groupe de rabbins d'une telle ou telle région. Aujourd'hui, ce qui va être possible, c'est que quelqu'un qui habite, par exemple, j'en sais rien, à Givatayim, pour faire facile, pourra aller chez son rabbin de Givatayim et ne devra pas aller au rabbin de Tel Aviv. Est-ce que ça a une influence ou pas? Il parle qu'il y a certaines influences. Pourquoi? Parce que les rabbins de la région de Jérusalem, je dis ça comme ça, sont beaucoup plus difficiles, on va dire, et autorisent beaucoup moins de conversions que les rabbins de Haïfa. De la zone Haïfa, par exemple. Et à partir du moment où on dispatche ces mêmes rabbins-là, forcément, les gens ont peut-être plus de facilité à se convertir, mais sur le fond, on va dire, religieux, ça ne change rien, parce que tous ces rabbins de ville sont des rabbins qui sont nommés par le grand rabbinat. Ils sont autorisés aujourd'hui à marier, ils sont autorisés aujourd'hui à donner des certificats de cache-route. Donc je pense que c'est beaucoup de bruit pour rien, en fin de compte. D'accord. Tu penses quoi? Que l'opposition, elle s'oppose pour s'opposer? Mais bien évidemment. Très bien.
Donc sur ces mots sur lesquels nous ne sommes pas d'accord, je ne sais pas, je ne me suis pas assez penchée sur cette loi, mais telle que tu l'as décrit là, on comprend bien que ça ne changera pas énormément de choses et que nos enfants et nos petits-enfants seront encore juifs dans plusieurs générations en Israël, en tout cas on ose l'espérer. Merci Greg, à très bientôt pour un autre grand procès de l'histoire d'Israël. Merci à vous de nous avoir suivis sur Tandem et à très bientôt pour d'autres émissions, d'autres aventures avec d'autres chroniqueurs ou pas. Au revoir, à bientôt. Au revoir Greg. Au revoir Galit.